Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor. À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape, et même un phare cassé, trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez, un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen, qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne, elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capot, pare-chocs.
Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème. On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus. Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et, peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville, qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent, mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus. Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année,
Elle traite des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. Nobidiam? Imaginez! Le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe.
La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux au nom complexe, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable, qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut,
Ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants, des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours,
On fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs. Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoia géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects techniques, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie
associé à une approche créative qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines où l'on en fait du papier, du carton et bien sûr nos vieilles connaissances, les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, ou la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt.
La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe la grume n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame, qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaille un des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune, le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur, les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure.
Imaginez une pierre, d'apparence si ordinaire, mais à l'intérieur de laquelle se cache une force capable de supporter les charges colossales de notre civilisation. Comment, d'une roche anonyme, naît une route qui résistera à des millions de voitures? Comment la vibration de mâchoires d'acier transforme-t-elle le monolithe en de minuscules cristaux des villes de demain? Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus d'1 milliard de tonnes de roches sont concassées, et ce vacarme s'entend bien au-delà des carrières. Mais il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les rapports officiels. Ce qui se cache dans la poussière et les chocs de ces machines pourrait changer votre perception de la simple pierre. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret que l'industrie dissimule. La première étape, la plus spectaculaire, du concassage des gros blocs de pierre dans les carrières est le broyage primaire des massifs rocheux. Le processus commence lorsque d'énormes masses de roches, pesant parfois des dizaines de tonnes, sont acheminées vers des installations de concassage spéciales. Ces installations sont équipées de puissants concasseurs à mâchoires, capables de traiter des roches extrêmement dures et résistantes. Au moment du broyage, on peut assister à la collision impressionnante des surfaces d'acier du concasseur avec la roche, accompagnée de chocs sourds et d'un vacarme qui se propage très loin. Les mâchoires du concasseur se meuvent avec une force capable de briser les roches les plus dures, réduisant des blocs massifs en fragments plus petits. L'ensemble du processus est automatisé et se déroule à grande vitesse, assurant une production continue et efficace. Après le concassage primaire, le matériau est acheminé sur des convoyeurs à chaîne qui l'élèvent pour la prochaine étape de broyage ou de criblage. La vulnérabilité du processus réside dans le fait que même aux étapes initiales, un contrôle minutieux est nécessaire, car des chocs trop intenses peuvent provoquer un broyage excessif ou la formation de poussière, ce qui affecte négativement la qualité du produit. Les caractéristiques techniques des concasseurs sont impressionnantes. Des moteurs de plusieurs centaines de kilowatts et des structures en acier lourdes de plusieurs dizaines de tonnes assurent un fonctionnement stable même sous une charge importante. La température des pièces métalliques augmente, mais des systèmes de refroidissement maintiennent un régime optimal pour un fonctionnement prolongé et ininterrompu. On utilise plusieurs types principaux de roches. Ces roches ont des propriétés différentes et sont utilisées en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le granit est l'une des roches les plus courantes et les plus solides pour la production de granulats. C'est une roche volcanique, composée principalement de quartz, de feldspath et de mica. Les granulats de granit ont une grande dureté et une grande résistance à l'usure. On les utilise souvent pour la construction de routes, de voies ferrées et de structures en béton. La taille des granulats de granit peut varier de la fraction fine, de 5 à 20 mm, à la grosse fraction, de 40 à 70 mm. Le gravier est une roche sédimentaire meuble, composée principalement de galets arrondis. Il est moins solide que le granit, mais a une radioactivité plus faible, ce qui le rend sûr pour une utilisation dans la construction résidentielle. Le gravier est utilisé comme agrégat dans le béton et pour le remblayage des routes. Le calcaire est une roche sédimentaire, principalement utilisée dans la construction de routes comme fondation et couche de base sous l'asphalte ou les dalles de béton. Les granulats de calcaire ont une dureté inférieure, mais constituent un matériau économiquement avantageux. Le quartzite est une roche métamorphique de grande dureté et de grande résistance à l'usure. Il est utilisé pour le revêtement des aérodromes et dans l'aménagement paysager. L'andésite est une roche volcanique, avec une bonne écocompatibilité et une bonne résistance à l'usure. Elle est utilisée pour la production de granulats,
et comme composants dans le béton. Ces pierres naturelles sont extraites dans des carrières, où elles subissent un concassage par explosif ou mécanique, suivi d'un tri. Après le broyage primaire des blocs de pierre dans l'installation de concassage, l'étape suivante, cruciale, est la séparation du matériau en fractions à l'aide d'un système de crible. Ce processus n'est pas moins spectaculaire et est précisément rodé, car la qualité du tri détermine l'homogénéité et la conformité du matériau aux exigences techniques. La taille des particules du futur sable de construction, des granulats ou du gravier, est définie par des grilles spéciales de grande, moyenne et petite taille. Un grand nombre de grilles, disposées les unes au-dessus des autres, forment un complexe de convoyeurs en série où se produit un fractionnement automatique. Les fragments grossiers restent en haut, subissant un traitement dans les concasseurs suivants, tandis que les produits plus fins sont tamisés vers le bas et tombent dans des réceptacles de tri. L'ensemble du système est synchronisé et fonctionne en mode automatique. Chaque grille est régulièrement nettoyée des obstructions pour éviter les arrêts et ne pas altérer la qualité du produit. Et le mouvement du matériau est contrôlé par des capteurs et un système de contrôle de production. Le contrôle des dimensions et de la qualité du matériau est effectué à la fois par des capteurs et par des vérifications périodiques en laboratoire. C'est important, car les caractéristiques de construction des produits finissent, la durabilité des routes et d'autres structures en dépendent. L'automatisation de ce processus augmente la productivité du complexe de concassage et de tri, réduit le besoin de travail manuel et minimise le facteur d'erreur humain. De plus, des réserves technologiques sont prévues pour un réglage rapide du système, en cas de changement de type de matière première ou de normes. La vulnérabilité de cette étape réside dans le fait qu'une séparation de qualité du matériau en fractions assure une utilisation maximale de la matière première naturelle et crée d'excellentes conditions pour la fabrication ultérieure de mélanges de béton, de fondations, de routes et de voies ferrées. Aux États-Unis, le concassage de roches est l'une des composantes clés de l'industrie minière et du secteur de la construction. Selon le Service géologique des États-Unis, le volume annuel d'extraction et de concassage de minéraux non métalliques, y compris le granit, le calcaire, les mélanges de sable et de gravier, s'élève à des dizaines de millions de tonnes. L'année dernière, les États-Unis ont produit plus d'1 milliard, 200 millions de tonnes de pierres de construction, dont une grande partie est constituée de granulats et de gravier concassés utilisés pour la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées et de structures en béton. Cela représente environ un tiers de la production mondiale de ces matériaux. La consommation d'énergie des entreprises de concassage aux États-Unis est constamment optimisée. Ces dernières années, l'introduction de technologies éco-énergétiques a permis de réduire les coûts d'électricité de 20%. Il est également important de noter qu'aux États-Unis, on applique des systèmes de contrôle de la sécurité environnementale à grande échelle qui réduisent les émissions de poussière et la pollution sonore lors du concassage. Le processus de concassage s'accompagne de la formation d'une grande quantité de poussière qui pollue l'air à proximité immédiate des carrières et des complexes de concassage. La poussière peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes, provoquant des problèmes respiratoires, des allergies et d'autres maladies chroniques. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de verre sont produits dans le monde.
assez pour recouvrir un pays entier. Mais peu de gens savent que le chemin vers une vitre parfaitement transparente commence avec du sable blanc, semblable à un désert en miniature. Imaginez une rivière de verre incandescent qui s'écoule à travers un four de la taille d'une maison et se déverse doucement sur une surface d'étain en fusion, créant un ruban parfaitement lisse. Ce n'est pas une simple technologie, c'est une véritable alchimie qui transforme une matière fragile en une armure transparente pour les gratte-ciel, les océanariums et même les automobiles. Regardez jusqu'à la fin. Je vous révélerai un secret que vous n'avez certainement jamais entendu. Tout commence dans un immense entrepôt de matières premières, qui ressemble à un désert en miniature. L'ingrédient principal, représentant environ 70% de notre futur produit, est du sable de quartz de la plus haute pureté. Il doit être parfaitement blanc, car la moindre impureté de fer donnerait au verre une teinte verdâtre indésirable. À côté de la montagne de sable se dressent des collines d'autres poudres blanches, du carbonate de soude, qui agit comme un fluidifiant, en abaissant la température de fusion, et du calcaire, qui confère au verre stabilité et solidité. Un chargeur géant à godet saisit des tonnes de chaque ingrédient et les déverse dans d'immenses trémies. De là, sur ordre de l'ordinateur, ils sont acheminés par un convoyeur jusqu'à un mélangeur. C'est un tambour géant en rotation, où tous les composants, y compris une quantité importante de calcin, verre recyclé, sont mélangés en une composition parfaitement homogène, appelée le mélange vitrifiable. Maintenant, ce mélange sec, semblable à une poudre, entame son voyage au cœur même de l'usine, le four de fusion. Une immense cuve, revêtue à l'intérieur de briques réfractaires, de la taille d'une petite maison. C'est un four qui ne dort jamais. Il fonctionne en continu, pendant des années, en maintenant à l'intérieur une température de 1600 degrés Celsius. Le mélange vitrifiable est enfourné par un flux continu à une extrémité de ce four. En entrant dans cet enfer, il commence instantanément à fondre, se transformant en une rivière de verre liquide, épaisse, visqueuse et d'un orange éblouissant. Cette rivière s'écoule lentement à travers toute la cuve, et pendant ce temps, toutes les bulles de gaz s'en échappent, et la masse elle-même devient parfaitement homogène. Et voilà que cette rivière de feu, luminescente, sort du four et arrive sur l'invention la plus géniale du monde du verre, le bain float. Un long tunnel hermétique, rempli non pas d'eau, mais d'étain en fusion. L'étain a une surface parfaitement plane, un miroir. Comme le verre est plus léger que l'étain et ne se mélange pas avec lui, il s'étale à sa surface, comme de l'huile sur de l'eau, formant un ruban parfaitement plat et impeccablement lisse. La gravité le rend parfaitement plat par le dessous, et la tension superficielle le rend parfaitement lisse par le dessus. L'épaisseur de ce ruban est régulée par la vitesse à laquelle il est tiré hors du bain et par des rouleaux spéciaux. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de ce verre float sont produits dans le monde. C'est assez pour recouvrir toute l'île de Chypre. Après le bain float, le ruban de verre infini, encore très chaud mais déjà solide, entre dans un long tunnel appelé l'étendrie de recuisson. C'est une étape d'une importance capitale. Si le verre refroidissait trop vite, des contraintes internes colossales y apparaîtraient, et il serait fragile comme une décoration de Noël. Dans l'étendrie, qui s'étend sur des centaines de mètres, la température du verre est abaissée lentement et de manière très contrôlée, de 600 degrés à la température ambiante. Cela permet aux molécules de se détendre et élimine toutes les contraintes. De l'autre côté de l'étendrie sort un ruban de verre parfaitement transparent,
plat et libre de toute contrainte, qu'un coupe-verre automatique à molette de diamant découpe en d'immenses tonnes-feuilles, appelés des plateaux jumbo. Leurs dimensions peuvent atteindre 6 mètres sur 3. Mais ce n'est que la matière première. Ce n'est qu'une seule couche de notre futur sandwich. Pour les gratte-ciel et les aquariums, le verre ordinaire est trop faible. Ces feuilles sont donc envoyées pour un entraînement supplémentaire. Pour rendre le verre 5 à 7 fois plus résistant, on le trempe. La feuille de verre entre dans un four où elle est chauffée à une température de 620 degrés, presque jusqu'à son point de ramollissement. Puis, elle est instantanément extraite et soufflée des deux côtés par de puissants jets d'air froid. La surface extérieure du verre refroidit instantanément et se contracte, formant une carapace solide, tandis que la partie intérieure refroidit plus lentement. Cela crée d'incroyables contraintes internes qui rendent le verre follement résistant. Si un tel verre vient à se briser, il se fragmente en des milliers de petits cubes inoffensifs, et non en éclats tranchants comme des poignards. Mais même le verre trempé n'est qu'une seule couche. Pour créer une véritable armure, on utilise le processus de laminage. On prend 2 ou plusieurs feuilles de verre et entre elles, on place un film fin et transparent de polybutyrate de vinyle. Ce sandwich est envoyé dans un four spécial, appelé un autoclave. À l'intérieur, on crée une haute température et une énorme pression. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, le film fond et colle à jamais les feuilles de verre en un bloc unique et monolithique. Si un tel verre se brise, il ne vole pas en éclats. Les fragments restent collés au film, comme des mouches sur un ruban adhésif. C'est ainsi que l'on fabrique les pare-brises de voitures. Et c'est aussi comme ça que l'on fait le verre pour les gratte-ciel. Pour les aquariums, ce sandwich peut être tout simplement incroyable. Par exemple, l'épaisseur du verre acrylique de l'aquarium de Dubaï atteint 75 cm. C'est presque 1 mètre d'épaisseur. Il est composé de nombreuses couches, collées les unes aux autres, et est capable de résister à la pression de 10 millions de litres d'eau. Enfin, sur le verre destiné au gratte-ciel, on applique un revêtement spécial. Dans une immense chambre à vide, on pulvérise sur la surface du verre de très fines couches de métaux, invisibles à l'œil nu, comme de l'argent ou du titane. Ce processus, appelé pulvérisation cathodique magnétron, crée un revêtement à faible émissivité, ou low EF. Il fonctionne comme un filtre intelligent en été, il réfléchit le rayonnement solaire infrarouge vers l'extérieur, empêchant la pièce de se réchauffer, et en hiver, au contraire, il réfléchit la chaleur des radiateurs vers l'intérieur de la pièce, l'empêchant de s'échapper. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de climatisation d'un gratte-ciel de 30 à 50%. Et ce n'est qu'après toutes ces opérations complexes, chaudes et précises, que le simple sable se transforme en une armure transparente de haute technologie, prête à devenir un mur invisible entre l'homme et les éléments. De l'usine sort un immense panneau de verre, parfaitement propre. Il est solide, mais en même temps incroyablement fragile, aux chocs ponctuels et aux vibrations. Comment le transporter intact sur des centaines de kilomètres? Pour cela, on utilise des camions spéciaux qui ressemblent à d'étranges squelettes métalliques. Ce sont ce qu'on appelle des inloaders ou pupitres. Au lieu d'une caisse ordinaire, ils ont au milieu un puits profond et sur les côtés, 2 cadres inclinés, semblables à des chevalets géants appelés des pyramides. Les feuilles de verre sont placées sur ces pyramides presque à la verticale, sous un léger angle. C'est fait pour que le poids soit réparti uniformément et pour minimiser les contraintes dues aux vibrations de la route. Chaque feuille est séparée de sa voisine.
par des intercalaires souples. Et l'ensemble du paquet est solidement maintenu par des dizaines de sangles et de pinces hydrauliques. Le chauffeur d'un tel camion est un véritable as. Il le conduit avec une fluidité incroyable, évitant les freinages et les virages brusques.